Nicole Shanahan était la colistière de RFK Jr. et elle est ici aujourd'hui pour me parler de son parcours de foi en Christ. Nous allons parler de son baptême, mais aussi de son évolution politique. Elle a quitté le cœur de ce qu'elle appelle la mafia des épouses de la tech, cet univers très progressiste, pour se remettre à réfléchir sur l'idéologie progressiste dans son ensemble. C'était une conversation fascinante, très large et parfois émotive, dont vous tirerez beaucoup de choses. Donc sans plus tarder, voici Nicole. Nicole, merci beaucoup de prendre le temps de me rejoindre. Ce n'est pas mon décor habituel. J'adore, c'est si joli. Eh bien, j'avais vraiment hâte de te parler, et ce qui a vraiment scellé le deal pour moi, c'est quand tu as posté la vidéo de ton baptême, de ton témoignage. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails immédiatement. Nous y viendrons progressivement. Mais peux-tu me dire comment c'était avant ce moment où tu as décidé de le partager publiquement? Oh oui. Eh bien, tout d'abord, c'est un plaisir d'être ici avec toi. J'ai lu ton livre, Toxic Empathy. C'est un livre incroyable que je recommande à tous mes amis, qu'ils soient progressistes ou conservateurs. La plupart de mes amis sont progressistes, mais je pense que c'est une lecture précieuse aussi pour eux. Eh bien, pour répondre à ta question sur mon baptême, j'ai en fait écrit un essai à ce sujet et posté quelques photos. Le chemin qui m'y a conduite, c'est que je suis dans une quête constante pour partager de grandes leçons que je crois que beaucoup peuvent comprendre. Des leçons tirées du fait d'avoir été démocrate de longue date, de quitter le parti, de réaliser que c'est plus grand que la politique, que quelque chose se passe à l'échelle mondiale. Oui, vraiment. Concernant l'esprit de l'humanité et ce que signifie réellement être humain. Et donc, une partie de mon parcours vers mon baptême a été vraiment difficile et douloureuse. Il y a eu beaucoup d'événements choquants. Il y a eu des choses qui se sont passées lorsque j'étais en campagne avec RFK et qui étaient tout simplement inexplicables. Eh bien, j'ai développé une relation avec Dieu. J'ai toujours cru en Dieu depuis que je suis petite. Oui, mais ma relation avec Dieu a évolué à un rythme, eh bien, que je pense qu'une campagne présidentielle américaine peut provoquer. Vous savez, on est mis à l'épreuve. Tout le monde regarde tout ce que vous faites tout le temps, et cela vous donne vraiment cette impression d'être exposé, d'une manière qui vous pousse à entretenir une relation très personnelle. J'ai commencé à avoir une véritable relation personnelle avec Dieu. Oui, juste à travers ce sentiment que j'avais besoin de prier. J'avais besoin de prier et j'avais besoin d'écouter. J'avais besoin d'entendre la voix de Dieu. J'avais besoin d'orientation. Vous savez, on se retrouve souvent à genoux. Et ce n'était pas une élection ordinaire. Oui, donc vous savez, j'ai envisagé d'aller à l'inauguration du président Trump. Beaucoup de gens nous avaient invités. On m'avait même remis un prix par une organisation, avec tout le bling et le glamour. Mon ancien moi aurait été très attiré par cela, mais quelque chose m'est arrivé en septembre dernier, que je n'ai pas vraiment commencé à partager. Mais je vais vous le dire. Vous savez, Jacob et moi, nous avons appris que j'étais enceinte. Je suis tombée enceinte sur le terrain de la campagne de façon inattendue, et j'étais enceinte de 20 semaines. On commençait à réduire la campagne, mais je voulais y aller pour les autres, donc je voulais vraiment continuer, même si mon corps me disait un peu « tu dois ralentir ». Mais j'étais juste à la fin. Puis j'ai terminé une interview en fait avec Megyn Kelly, et c'était le jour où j'ai eu ma fausse couche. C'était assez avancé, c'était vraiment effrayant. Oui, waouh. J'ai failli perdre ma vie. Waouh. Et j'étais, à Stanford. En fait, à 20 semaines, ils vous préparent pour l'accouchement. Donc je suis entrée en salle d'accouchement, et ce n'était vraiment pas bon. J'ai perdu plus de 4 litres de sang. Vous avez seulement 4 litres de sang, donc j'ai pratiquement tout perdu. Oh mon Dieu, j'étais pratiquement en train de mourir. J'étais en train de mourir et de perdre un bébé, et c'était une expérience très effrayante. Mais en même temps, vous savez, j'étais si proche de la fin, et je pouvais le sentir. Je pouvais sentir ma vie m'échapper. Oui, j'avais perdu tant de sang et j'avais attendu parce que je voulais sauver le bébé, donc j'ai attendu pour faire la chirurgie. Je ne voulais pas perdre le bébé, alors j'étais là, attends, peut-être que ça s'arrête. Donc j'ai attendu et j'ai probablement attendu un peu trop longtemps. Puis est venue la transfusion et vous savez, le genre d'urgence où on vous emmène au bloc opératoire. Il y a eu ce moment où j'ai vraiment ressenti la paix. Oui. Avec cette idée de partir, et l'aumônier est entré. On ne sait jamais si l'on va sortir de la chirurgie, n'est-ce pas? Eh bien, c'était un moment où je me suis dit,
Je veux vivre. Je vais me battre. Je vais me battre parce que je veux revenir pour ma fille, ma petite de 6 ans. Je sais qu'elle a besoin de moi. Et Dieu, si tu veux me ramener, je vais donner le meilleur de moi-même. Quoi qu'il en soit, je suis revenue. Je me suis réveillée et je n'en revenais pas, mais je me suis réveillée après l'opération. J'avais perdu une petite fille et nous lui avions dit au revoir avant que j'entre en chirurgie. Tu sais, en me réveillant, j'étais juste engourdie parce que j'étais sous anesthésie. Et ma première question était « Est-ce que j'ai toujours mon utérus ?» Parce qu'il y avait une chance que je ne sorte pas avec mon utérus. L'infirmière a répondu « As-tu ton utérus ?» Et j'étais là. « Oh merci mon Dieu !» Et j'ai dit « Et je suis vivante !» Elle a dit « Tu es vivante et tout semble bien !» J'étais comme « Waouh, je suis vivante !» Et mon frère était venu du Colorado et je l'ai vu dans le couloir. Puis j'ai vu Jacob dans le couloir et je me suis dit « D'accord, je suis là. Oui. » Mais donc c'était fin septembre. En fait, c'était le jour de mon 39e anniversaire. C'est comme une succession d'événements incroyables et tu sais, tellement de choses étranges se sont passées à cette époque que je crois vraiment, j'ai vu des choses qui, dans le monde matériel, n'ont pas de sens, mais qui sont bien définies dans le monde spirituel. Oui, oui. Bref, pour faire court, pourquoi ai-je décidé de partager mon témoignage de baptême? Je ne sais pas ce que vous en savez. Nous ne savons pas quels sont les plans de Dieu pour nous, mais après cette expérience, je peux écouter. J'entends l'intention de ce que Dieu espère quant à la manière dont je passe mon temps, n'est-ce pas? Et je suis plus sensible à cela. Je veux bien faire comme je l'ai toujours fait, mais il y a plus de guidance qu'avant. Et le désir de partager est celui de me faire baptiser au lieu d'aller à Washington DC. Donc ton baptême, était-ce le même jour que l'inauguration? La veille, le dimanche d'avant. D'accord. Puis j'ai décidé de rédiger et de partager cela parce que je sais que les gens sont très perdus spirituellement en ce moment. Les gens que je connais le mieux qui pourraient ne pas comprendre exactement ce que je fais de ma vie en ce moment parce qu'ils se demandent, tu sais, est-ce que Nicole est maintenant une nationaliste chrétienne d'extrême droite? C'est comme ça, bien sûr, que les progressistes expliqueraient cela. Oui, mais je ne le suis pas. Je suis en fait exactement la même personne que j'ai toujours été, avec de nouvelles leçons de vie qui m'ont donné le pouvoir de partager plus clairement. Peux-tu parler de la période entre ta fausse couche et la publication de la vidéo du baptême? Je sais que tu as dit que tu sentais que tu pouvais mieux comprendre les intentions de Dieu, mais peux-tu en parler plus précisément? Parce que tu t'es converti au judaïsme il y a quelques années? Ça fait plus d'une décennie. Plus. D'accord. Plus d'une décennie, et maintenant tu es chrétien. À quel moment as-tu réalisé « Waouh, ce Jésus est vraiment celui qu'il prétend être, et le christianisme est vrai ?» Oui. J'ai commencé à m'intéresser davantage au christianisme quelques mois après le début de la campagne. D'abord, j'ai commencé à passer beaucoup de temps avec Zach Henry, qui a aidé à lancer la carrière politique de Vivek Ramaswamy. Il faisait partie de l'équipe de Vivek que j'ai interviewé quand j'ai décidé de me présenter à la vice-présidence. Zach est un chrétien évangélique texan. D'accord. Et la présence de Zach, son amour pour la Bible et Jésus, ont vraiment changé ma perception des évangéliques. Et encore une fois, je viens d'Oakland. Je passais tout mon temps dans des cercles progressistes. Les nationalistes chrétiens évangéliques blancs détruisaient l'Amérique, n'est-ce pas? Souvent, ils sont présentés comme des radicaux sans empathie adorateurs de Trump ou fans inconditionnels de Trump et qui sont juste, comment dire, peu intellectuels, pas très malins. Toutes ces choses horribles, rétrogrades, haineuses et cruelles. Exactement. Comme cruel et haineux. Et me voilà avec Zach Henry, le premier chrétien évangélique que j'ai rencontré. Waouh! Et je me suis dit, ce gars est incroyablement gentil. Oui, aussi très intelligent, incroyablement à l'aise avec la technologie. Un des meilleurs écrivains que j'ai jamais rencontré. Il a capté ma voix en quelques semaines et nous avons super bien collaboré. Probablement une des personnes que j'ai préférées avec qui j'ai travaillé. Oui, et incroyablement empathique. Donc tous mes préjugés se sont envolés avec Zach sur le christianisme évangélique. Un grand salut à Zach. Je ne connais pas Zach, mais chapeau Zach. C'est une excellente impression. Oui. Et tu sais, quand tu es en campagne avec un politicien, tu sais, les politiciens ont aussi des jours compliqués. Oui. Probablement certains des pires. Je peux imaginer.
Isaac m'a vu lors de journées assez difficiles, et il faisait preuve de compassion. Il m'expliquait les choses. Il partageait simplement son analyse politique, mais toujours d'une manière très patiente, ainsi que ses références. Il incluait parfois des références bibliques également. Je me disais, c'est une analogie vraiment intéressante. Puis je creusais un peu plus en demandant des précisions sur certaines de ces références bibliques. Je connais la Torah, mais quand on la combine avec le Nouveau Testament, quelque chose de totalement différent apparaît. Et bien maintenant, il y a cette attente d'être une grande personne, vraiment grande dans son propre corps, mais aussi d'être capable de créer cette expérience pour les autres autour de vous, comme si c'était la bonne et juste chose à faire. Je pense que cet exemple représente ce que cherchent à créer ceux qui suivent le chemin du Christ et considèrent Jésus comme un véritable modèle. C'est cette quête de modélisation et d'étude d'une manière d'être qui engendre la paix et l'harmonie dans ce monde. C'est ainsi que je veux être. C'est ce que Zach a apporté à notre équipe de manière constante, jour après jour. Jamais une mauvaise journée, enfin, presque jamais. En fait, je n'arrive pas à penser à une seule mauvaise journée, tu vois. Il y a un sens du bien et du mal. Quand les choses tournaient mal, il intervenait, mais toujours avec efficacité, sans exagération, sans émotion inutile ou superficielle. C'était toujours la bonne émotion, au bon moment. Oui, les gens autour de moi dépensent des dizaines de milliers d'euros en thérapie pour parvenir à ça. Oui, c'est vrai, beaucoup le font. Alors, petite pause rapide pour vous parler de notre premier sponsor du jour, qui est We Heart Nutrition. Je prends des suppléments de We Heart Nutrition depuis plus d'1 an maintenant. Je remarque une réelle différence dans ma santé, juste mon immunité, mes cheveux, ma peau, mes ongles. C'est parce que tous leurs ingrédients sont sous la forme la plus biodisponible. Donc, même mes taux de fer, pour la première fois depuis longtemps, sont bons. Ils ont assuré. J'ai testé toutes sortes de suppléments de fer au fil des ans et aucun n'a vraiment fonctionné jusqu'à ce que je commence à prendre ceux de We Heart Nutrition. Maintenant, ils ont un nouveau type de supplément, ce qui m'emballe vraiment. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je vous promets que je le testerai et vous donnerai mon avis honnête. Il s'agit de leur produit Wholesome Balance, censé réguler vos hormones. Il garantit que tout fonctionne correctement pour que votre corps produise la bonne quantité d'hormones dont vous avez besoin. Il contient des ingrédients comme le safran, le gingembre, le curcuma et des vitamines B essentielles. Alors si vous êtes quelqu'un qui souffre vraiment de symptômes prémenstruels intenses comme l'irritabilité et les crampes, ou si vous êtes enceinte et que vous luttez contre la nausée matinale, ou si vous êtes en périménopause et que vous commencez à ressentir ces variations hormonales, alors vous pourriez avoir besoin d'un soutien. Essayez leur produit Wholesome Balance et dites-moi ce que vous en pensez. Rendez-vous sur We Heart Nutrition, comme pour tester leur Wholesome Balance. Utilisez le code Ali pour bénéficier de 20% de réduction. C'est We Heart Nutrition, comme code Ali. Alors avez-vous déjà eu du mal à croire à un moment donné au message central du christianisme? Pas seulement que Jésus est un modèle de vie, mais qu'il est Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il est le chemin vers le Père? Parce que je pense que beaucoup de gens peuvent accepter que Jésus était un bon maître moral, un bon exemple. Mais cette idée que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin d'un sauveur et qu'il est notre sacrifice, avez-vous eu du mal à l'accepter? Oh oui, j'y pense beaucoup, chaque jour, parce que c'est une manière complètement différente d'exister. C'est comme ça. J'en parle dans mon témoignage de baptême. Diane Robinson est entrée dans ma vie la semaine qui a suivi ma sortie de l'hôpital. Donc cette première semaine d'octobre 2024, j'ai rencontré Diane Robinson, qui est la directrice des aumôniers de la prison de San Rita. Je lui ai été présentée en fait par ma masseuse, une chrétienne engagée et très gentille. C'est une personne formidable et elle est devenue une bonne amie. Et elle est venue parce qu'on lui avait dit que j'avais vécu cette horrible fausse couche. J'avais presque perdu la vie et j'étais très choquée la semaine suivante. Vous savez, tout d'abord, mon lait est arrivé alors que je n'avais pas de bébé. Votre lait arrive, c'est l'un des pires sentiments au monde. Et toutes les hormones qui surviennent après l'accouchement mais sans bébé pour apaiser cela, c'est tellement dur. Oui. Et vous savez, ma vie est, à bien des égards, dans un désarroi incroyable. Par exemple, je suis en bataille pour la garde avec mon ex-mari, parce qu'il ne croit pas que l'autisme ait une origine biomédicale. Donc, j'ai toutes ces luttes vraiment importantes au niveau national. Oui, et à bien des égards, pour le monde extérieur, c'est comme s'il voyait des fragments isolés,
mais ce qui se passe dans ma vie personnelle est souvent un microcosme de quelque chose qui se joue sur la scène nationale, ou plus largement. Et donc, vous savez, je rentrais chez moi après avoir perdu mon enfant, en réalisant que j'avais ce problème étrange de coagulation du sang, probablement une blessure causée par le vaccin à ARN messager, car c'est l'une des complications possibles. Eh bien, sachant que ma situation n'est pas unique, il y a beaucoup de femmes qui subissent des fausses couches terribles partout dans le pays en ce moment. Nous avons de graves problèmes de mortalité maternelle. Je veux dire, j'ai de la chance d'être en vie. J'ai des médecins parmi les meilleurs, mais je sais que beaucoup de femmes ne s'en sortent pas. Alors je rentre chez moi, et vous savez, ma fille doit aller chez son père, et elle me manque. C'est vraiment l'ampleur du déchirement. Puis Diane Robinson entre dans ma vie, elle ouvre la Bible devant moi, et elle se rend au verset où elle dit « Tu dois penser au sang de Jésus comme au sang du Christ ». Je me dis alors « Mais de quoi parle-t-elle » Genre « Mais de quoi elle parle ?» Oui, je me dis « Tout ce à quoi je peux penser, ce sont les 4 litres de sang que j'ai perdus et la transfusion que j'ai eue. Comment est-ce que je peux penser au sang maintenant ?» Oui. Et elle dit « Non, tu ne comprends pas. Tu dois comprendre le pouvoir du sang de Jésus parce que c'est une alliance. Et cette alliance est la plus sacrée. » Et, vous savez, j'avais entendu ces termes, mais ils ne prennent vraiment tout leur sens que quand on réalise que le monde dans lequel nous vivons est tellement rempli de souffrances. Mon monde était si plein de douleur à ce moment-là, et c'est toujours le cas, vous savez, la douleur est toujours là. Il y a tellement de douleur. Mais savoir que vous n'êtes pas seul, que, en fait, le sang de Jésus a été versé pour nous, les humains, dans ce monde de pure division, pour que nous sachions que nos âmes lui appartiennent et que Dieu nous aime tellement profondément que même dans notre douleur et notre mort, nous pouvons vraiment être sûrs à 100% sans aucun doute que nous appartenons au royaume de Dieu, que nous vivions, respirions ou quittions nos corps. C'est vraiment drôle de m'entendre dire ça, parce que j'avais déjà entendu des gens le dire avant, mais ça ne me paraissait pas logique. Je le comprenais un peu. Je me disais, c'est vraiment beau. Oui, mais maintenant, c'est presque comme si Dieu disait, « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? D'accord, avançons un peu plus. » Oui. Eh bien, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais je dirais qu'il y a cette sensation de réveil et de respiration à chaque jour. Maintenant, c'est comme si je savais, à chaque instant, même à genoux, que Dieu m'aime. Quand tout le monde est en avance autour de moi, Dieu m'aime. C'est comme si, face à la tentation, je n'avais pas à avoir peur. Oui, n'est-ce pas? Par exemple, s'il y a une situation où il faut faire ce qui est juste ou un peu juste, ou ce qui est dans l'ombre, fais simplement ce qui est juste, tu vois? Et si les gens me critiquent ou m'attaquent, tu sais, pour publier des calomnies à mon sujet dans la presse, ou même menacent de m'enlever mon enfant, je ferai ce qui est juste. Waouh. D'accord. Parce que Dieu m'aime. Oui. Et il aime ma petite fille. C'est un changement radical. C'est un vrai bouleversement. Oui. Donc, nous avançons un peu à l'envers, ce que j'adore. Parce que je veux parler de « Je suis sûr que ton éveil politique ou les changements dans ta vision politique ont aussi joué un rôle dans ton éveil théologique et spirituel. Alors, revenons un peu en arrière. Parlons un peu plus de la campagne. Tu as évoqué des moments vraiment sombres où tu percevais clairement la dichotomie entre le bien et le mal lorsque tu étais directement impliqué dans le monde politique. Peux-tu développer? Oui. Oui. J'ai vu des gens se détourner de moi si rapidement. Des gens à qui j'avais donné de l'argent qui venaient vers moi en disant « Tu sais Nicole, je veux aider, tu vois ?» Et c'est comme si ce sont des personnes venues à moi et que j'ai aidé à chaque fois. Oui. Tu sais, j'ai toujours cru que la richesse a pour but d'aider ceux qui en ont besoin. Je répondais toujours présente. Tu sais, des mères à qui je donnais les vêtements de bébé de ma fille, tu sais. Des enfants à qui j'ai aidé à célébrer leurs anniversaires pendant la pandémie parce qu'ils ne pouvaient pas, tu sais, fêter comme il faut. Une femme qui voulait acheter la première ferme afro-autochtone à Soma, pas de problème. Des femmes autochtones qui disaient « Nous avons besoin d'argent pour produire ce film sur le retour des terres. » Et moi je disais « Oui, tu sais, tu mérites la souveraineté et l'émancipation. Je vais t'aider. » Elles se sont toutes détournées de moi systématiquement. Waouh. Certaines publiquement, d'autres anonymement. Mais non, c'est-à-dire que j'ai cessé d'avoir de leurs nouvelles, tu sais. À mon époque de détresse, quand j'étais déchirée par la presse. Rien. Oui,
Rien. Aucun d'entre eux n'est venu dire « En fait, même si je ne suis pas d'accord avec Nicole, c'est une personne formidable. » Ouais. Waouh. Ouais. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Bien plus que la presse qui vous attaque, parce que ce sont des gens que vous connaissez. Ça touche bien plus profondément. Ouais, ça touche bien plus profondément. Mes amis les plus proches, ils sont 4, sont restés à mes côtés. Ils sont perplexes devant mon parcours, mais ce sont de vrais amis. Ouais. Mais beaucoup de personnes dans mon cercle de la fondation, 2 membres de mon conseil d'administration ont démissionné. Vous savez, ça a été vraiment difficile. Je le comprenais, mais c'était assez déconcertant pour moi, car ce n'est pas comme si j'étais devenue pro-Trump du jour au lendemain. C'était un processus et j'ai toujours été très publique et transparente quant à ce processus. Ma plateforme n'a jamais changé. Elle a toujours été centrée sur l'agriculture, les mères, la santé, les enfants. Vous savez, chercher à comprendre les maladies chroniques, ça n'a jamais changé. Donc j'ai vu beaucoup d'inconstance chez des personnes très influentes. Des gens qui, je ne sais pas trop ce qu'ils ressentaient à l'idée de perdre, mais une quantité incroyable d'inconstance face à une telle gravité. Je veux dire, nous sommes en plein milieu d'une guerre contre une perte majeure. Comme nous perdons des enfants, nous perdons la maternité, nous perdons l'agriculture et la nourriture, et nos politiques sont absolument catastrophiques. Donc je pense, vous savez, j'en étais à un point, même avant d'avoir failli mourir en septembre, où je me suis dit, il faut faire ce qu'il faut, les gars. Allez, ça devrait être évident, c'est au-delà de la politique. Concentrons-nous sur les problèmes actuels et trouvons des solutions. Puis j'ai commencé à découvrir des choses qui étaient étiquetées comme des théories du complot d'extrême droite, mais pour lesquelles j'ai trouvé pas mal de preuves. Comme quoi? Eh bien, vous savez, l'idée que le vaccin ARNM cause l'infertilité, n'est-ce pas? Et la théorie du complot disait que c'était un programme de dépopulation. Eh bien, cela a effectivement entraîné une dépopulation. Que ce soit intentionnel ou non, nous le saurons. Ouais. Mais il y avait beaucoup de gens qui dénonçaient cela depuis une bonne partie des 2 dernières années. Et, tout ça a été catalogué comme une théorie du complot. Ouais. Le fait que Fauci connaissait certains des risques du vaccin, que le vaccin contre la Covid peut potentiellement causer de l'infertilité chez les femmes. Ouais. Et parce que beaucoup de gens disaient à l'époque, ça affecte mes règles, ça affecte les règles des personnes autour de moi. Et moi, je n'avais pas reçu le vaccin, mais je me souviens avoir écouté un podcast à l'époque qui expliquait que c'était un pur mythe, que ce n'était pas possible, qu'il n'y avait rien dans la nature de l'ARNM qui pourrait provoquer ça. Et pourtant, toutes ces femmes racontaient la même chose. À un moment donné, ces schémas doivent bien vouloir dire quelque chose, non? Oui. Donc vous voyez, le rejet systématique de cela, notamment par les médias traditionnels. Et ensuite, eh bien, certains de mes amis continuaient à défendre la version officielle selon laquelle c'est sûr et efficace, que cela a sauvé plus de vies qu'il n'en a coûté, n'est-ce pas? Et puis ça. Et en réalité, on ne sait pas vraiment. En fait, je pense que nous savons avec certitude que ce n'est pas vrai, que cela a causé beaucoup plus de dommages que de vies sauvées. Et là, d'accord, donc pas seulement les obligations vaccinales, tu penses que le vaccin lui-même a fait plus de mal que de bien? Je pense qu'il est assez clair qu'il a nui à plus de personnes qu'il n'en a aidé, surtout quand on considère qu'il y avait des traitements efficaces contre la Covid disponibles à l'époque et que le vaccin ne stoppait pas la transmission. Donc, il disait que ça allait le faire. Et c'est un des moments forts de la campagne de RFK, quand il a demandé « Puis-je le passer? Puis-je le passer ?» Je crois que c'était Howard Stern qui a dit « Puis-je le passer alors que vous savez, Fauci, Mato et tous ces gens affirmaient que vous ne contracteriez pas le Covid? Vous ne le transmettriez pas si vous étiez vacciné. » Et je ne crois pas que la séquence ait été diffusée. Mais il avait évidemment raison. Ils ont dit quelque chose de faux. Ouais. D'accord, un petit rappel pour acheter vos billets pour Share the Arrows. Je suis tellement excitée. Francesca Battistelli va diriger la louange encore une fois. Ça va être incroyable, encore plus grand que l'année dernière. Mais nous gardons notre mission qui est d'apporter une théologie solide, un enseignement stimulant, de l'encouragement et des amitiés durables aux femmes chrétiennes conservatrices. Alors, amenez toutes les femmes que vous connaissez. Prenez vos billets dès maintenant. Organisez toute votre logistique. Ce sera là avant que l'on s'en rende compte, le 11 octobre à Dallas. Rendez-vous sur Chartereuse. Comme un autre exemple qui se rapporte à ton travail, Ali,
c'est que j'étais une maximaliste de Planned Parenthood, enfin, de la liberté de choix. Avant de me lancer en politique, je ne voyais rien de négatif à propos de Planned Parenthood, ni de ce qu'il défendait. Depuis que je suis petite, le mouvement féministe était toujours associé à l'avortement, à la liberté de choix et à l'autonomie corporelle. C'était une perspective que même après plusieurs mois, je ne pouvais pas envisager d'être pro-vie ni de comprendre le point de vue pro-vie. Nous avons eu Angela Stanton King, une femme noire qui vit en Géorgie, et mon esprit libéral pensait « Oh, peu importe ». Vous savez, mon esprit libéral et progressiste est toujours dans l'idée de « il faut toujours privilégier les minorités, toujours accorder la priorité aux opinions minoritaires, aux associations à but non lucratif minoritaires, etc. » Donc, Angela vient me voir et bien sûr, je dis « oui, que dois-je faire? Je ferai n'importe quoi. » Nous l'avons fait travailler sur la mobilisation des électeurs noirs et elle dit « nous allons au Texas et nous allons dans un foyer maternel. Nous allons rencontrer les bébés qui ont été sauvés de l'avortement, les bébés noirs qui ont été sauvés de l'avortement. Waouh! Et je suis là. Oui, d'accord. Allons-y. » C'était la première fois, ma première fois dans un tel foyer. J'ai eu l'occasion de tenir ce petit garçon le plus mignon de tous. Je veux dire, je l'ai juste pris dans mes bras et je pensais, vous savez, on ne pense même pas à la poésie. Tu tiens cet enfant et tu te dis, je l'aime tellement. Et ce n'est pas politique. Tu te demandes, pourquoi cela doit-il être si politique? Donc, c'était la première fois que j'ai marqué une pause et je me suis dit, tu sais, j'ai passé tout ce temps à aider les gens à avoir un avortement. Puis j'ai regardé autour de moi et pensé, je n'ai aidé aucune mère à garder son bébé. Et comment osais-je? Comment, sérieusement? Comment ose-t-on? Je suis une femme intelligente qui réfléchit, mais comment ai-je pu passer à côté de ça dans tout mon travail philanthropique, en collaborant avec la communauté noire? Comment ai-je pu rater ça? C'est important, oui. Et donc, c'était la première fois que j'ai marqué une pause et que je me suis posé la question. Est-ce que, tu sais, je n'étais pas encore pro-vie. Je n'avais pas encore dit que j'étais pro-vie. J'étais là en train de dire, je suis définitivement pour le choix. Mais si tu crois vraiment au choix, tu dois répartir équitablement tes ressources entre le fait de garder ton enfant et celui de ne pas le garder. Et pourquoi devrais-je limiter le pro-choix uniquement à l'avortement? Oui. Comment le pro-choix peut-il être automatiquement et à 100% associé à l'avortement? Franchement, ça ne tient pas pour moi. Je ne comprenais vraiment pas. C'est donc la première fois qu'une idée a commencé à vaciller dans mon esprit, laissant place à la pensée qu'il se passait autre chose. Oui. Et cela s'est répété encore et encore tout au long de la campagne. Ces slogans électoraux hyper politisés étaient en fait ancrés dans l'esprit des gens pour les pousser à des positions absolutistes. Et si ta conception du pro-choix se concentre uniquement sur l'avortement, sans prendre en compte le choix de la mère de garder son bébé pour des raisons économiques, c'est que tu es conditionné par quelque chose de profondément sombre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose de très sombre se tramait. Oui. Pourquoi est-ce si sombre? Et pourquoi? Ensuite, j'ai commencé à voir les célébrations autour de l'avortement. C'était fêté, alors que même mon collègue de campagne Bobby Kennedy disait « Chaque avortement est une tragédie ». Et puis tu vois ces femmes célébrer l'avortement, sans aucune larme versée. J'ai trouvé ça très perturbant. Alors j'ai décidé d'y regarder de plus près, parce qu'à ce moment-là, j'avais enfin ôté mes œillères absolutistes. D'accord. Je pouvais simplement observer avec un regard critique. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est fondamentalement anti-humain et condamnable de célébrer des avortements. Oui, c'est répugnant. Il y a une différence entre défendre le droit de choisir et considérer cela comme une tragédie, n'est-ce pas? Parce que c'est bien le cas. Les avortements restent des tragédies absolues, contrairement à ce en quoi ils sont devenus, à savoir le slogan d'une cause extrêmement sombre. Eh bien, c'est la même chose que ce que j'observe avec ces abattages massifs d'animaux. 150 millions de poules abattues du bétail qui, tu sais, est ensuite voué à l'élimination des vaccins qui rendent les femmes infertiles, des vaccins qui, dans certains cas, tuent des enfants, et tout cela est balayé comme un mal nécessaire. Cette idée d'un mal nécessaire. Oui. Tu sais, à moins d'accepter ça, tu deviens presque anti-science. Oui. Non, on peut faire mieux. Nous sommes une communauté intelligente d'individus.
Nous avons des technologies de dépistage. Nous pouvons établir des profils complets des individus à risque. Pourquoi cette vision manichéenne domine-t-elle autant? Oui. Pourquoi les mots dits nécessaires sont-ils si prégnants? Oui. Il y a quelque chose qui cloche. J'adore votre explication sur l'évolution de votre point de vue concernant l'avortement. Je parle souvent dans de nombreux centres de grossesse à travers le pays et je me souviens parfaitement d'un banc lors d'un événement de collecte de fonds dans un centre de grossesse à Houston. Je crois que c'est l'un des plus grands centres du pays dirigé par une femme noire chrétienne très engagée. Encore une fois, vous savez, elle disait ceci. La plupart des femmes noires votent démocrate et beaucoup sont pro-choix. Elle est fermement pro-vie, aidant énormément notre communauté. Mais un moment qui m'a marqué dans mon propre parcours pro-vie, c'est quand elle a demandé à un groupe de jeunes femmes de se lever. Je me suis retournée, et toutes ces jeunes femmes tenaient de petits bébés. Elle a dit « Ces 8 femmes ont eu leur bébé cette année parce qu'elles ont pris le médicament destiné à inverser un avortement dans notre centre de grossesse. » Cela a vraiment, pour quelqu'un qui a toujours été pro-vie, humanisé davantage le travail accompli par ces centres. Waouh! J'entends tellement d'arguments du côté pro-choix, ou devrais-je dire pro-avortement notamment, avec les cas que vous avez évoqués. Eh bien, il faut en faire plus pour les autres, et je suis d'accord. Oui, il y a beaucoup à faire. Mais la vérité, c'est que beaucoup de ces centres de grossesse font déjà ce travail. Si vous pensez réellement qu'on devrait faire plus pour les mères, je n'ai jamais rencontré de personnes pro-choix qui viendraient faire du bénévolat dans un centre de grossesse local pour écouter ce que vit une femme et lui proposer peut-être la parentalité comme option. En réalité, beaucoup de femmes dans ces centres sont exclues de Planned Parenthood parce que ces derniers ne veulent pas leur expliquer comment devenir parents ou comment envisager l'adoption. Elles n'en parlent pas. Donc, vraiment, si vous voulez voir le camp qui offre un véritable choix aux femmes, c'est bien le camp pro-vie qui dit « Hé, tu peux le faire. Oui, et nous serons là pour toi. Mais vous avez raison. Pour moi, c'est vraiment devenu une lutte entre lumière et ténèbres. Je veux dire, le camp pro-avortement ment et use d'euphémismes pour essayer de vous manipuler et vous faire adhérer à leur cause. Et c'est, on peut le dire, aussi sombre que cela puisse être quand il s'agit de la vie d'un bébé humain en jeu. Je dois bien l'admettre. Et je sais que votre livre fait un excellent travail en abordant l'histoire de l'avortement. C'est vraiment intéressant parce que vous mentionnez le mouvement eugénique, Auparavant, je ne l'avais même pas relié à l'histoire de l'avortement, à laquelle je n'étais même pas conscient. Oui, c'est une ligne droite, tout est connecté. Oh oui, je m'opposais déjà au mouvement eugénique concernant l'évolution des génomiques et la façon dont les génomiques sont détournés. Je veux dire, comment certaines organisations considèrent les génomiques comme une panacée pour toutes les maladies, au point qu'elles sont prêtes maintenant à utiliser CRISPR sur des humains. Et qu'est-ce que c'est? CRISPR est une thérapie d'édition génétique basée sur des protéines. D'accord. On peut utiliser une protéine pour couper l'ADN et ensuite le remplacer par un autre ADN. D'accord. C'est au-dessus de ma compréhension scientifique. Mais vous dites qu'ils font ça de façon néfaste? Eh bien, ça finit par être quelque chose qui mérite d'être examiné sous un angle moral. Oui, parce que vous savez, j'ai découvert CRISPR au début et je me suis dit, CRISPR, c'est incroyable. On peut résoudre toutes ces maladies en modifiant simplement l'ADN. Et puis j'ai réalisé qu'il y avait autre chose. J'ai découvert ça à travers mon travail sur la fertilité féminine. Je suis le plus gros investisseur dans le domaine de la longévité reproductive des femmes. J'ai en fait contribué à créer ce domaine. Ce domaine n'existait pas en médecine de la longévité avant que je vienne dire « je vais investir 100 millions de dollars dans la longévité reproductive des femmes ». Eh bien, la première grande bataille que j'ai eue, c'est quand un groupe a voulu créer des ovules à partir de cellules de peau. Je viens juste d'en entendre parler. Ce n'est donc pas nouveau. Je viens d'apprendre qu'ils essaient de faire ça. Oui. Et si vous réfléchissez à ce qu'ils font, ils justifient ça sous le prétexte de la santé des femmes. Je ne comprends pas comment créer un zygote en laboratoire peut être considéré comme de la santé des femmes. Oui, mais c'était le premier groupe à tenter de s'immiscer dans le mouvement de la longévité reproductive que je m'efforçais de lancer. Et quand vous parlez de longévité reproductive, vous voulez dire la capacité à avoir des enfants plus tard dans la vie? Il s'agit de permettre aux femmes en bonne santé de rester suffisamment en forme pour pouvoir avoir un enfant quand elles le souhaitent. D'accord, dans un délai raisonnable.
Mais aujourd'hui, des femmes dans la vingtaine ont des problèmes de fertilité, n'est-ce pas? On a des femmes dans la trentaine qui ont de sérieux problèmes de fertilité. Et puis, nous avons de plus en plus de femmes qui souhaitent avoir des enfants dans la quarantaine, mais qui ne le peuvent pas, ou à qui les cliniques de FIV disent qu'elles ne le peuvent pas. Pour moi, c'était un besoin non satisfait dans la société. J'ai pensé qu'en tant que personne aisée, ressentant une grande responsabilité d'utiliser sa richesse de manière juste, j'allais intervenir et financer la recherche sur ce qu'on appelle désormais la santé reproductive régénérative des femmes. Alors comment prendre une femme qui fait face à toutes sortes de problèmes de santé souvent visibles à travers l'infertilité et comment s'attaquer à ces problèmes sous-jacents pour restaurer sa fertilité, afin qu'elle puisse concevoir naturellement, porter son enfant naturellement et avoir une grossesse saine, donnant finalement naissance à un enfant en bonne santé, n'est-ce pas? On pourrait penser que toutes les féministes dans le monde soutiendraient cela. Oui. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de féministes se tourner vers la FIV, n'est-ce pas? Et si vous êtes une féministe progressiste, votre version du traitement de la fertilité, c'est la FIV et la GPA. Et en plus, on assiste à la création de zygotes artificiels, à la sélection de zygotes et à leur modification en laboratoire, qui relèvent tous de l'eugénisme. C'est le rêve de l'eugénisme. Waouh! En lisant votre livre, je me suis dit, mon Dieu, les eugénistes étaient aussi derrière Planned Parenthood. Oui, et ils ont pris le contrôle de tout le mouvement pour la liberté des femmes. Je me suis dit, oh là là, on est mal barré. Ça paraît très sombre. Pour moi, c'est vraiment très sombre. Ça semble aussi très effrayant et triste. Peu de personnes, qu'elles soient progressistes centrées ou conservatrices, sont prêtes à parler de la FIV et des questions éthiques qu'elle soulève, ainsi que celles liées à la GPA. Non, beaucoup ne le font pas. Ils ont applaudi quand Trump a annoncé qu'il allait financer la FIV. Ah oui, d'accord. Les gens savent que j'en ai beaucoup parlé. Ils connaissent mon point de vue conservateur chrétien à ce sujet et pourquoi je suis opposé. Et évidemment, vous êtes vous aussi chrétien et nous partageons beaucoup d'opinions politiques, mais vous abordez le sujet d'une manière un peu différente de la mienne. Je pense que vous comprenez très bien la technologie qui est derrière tout ça, peut-être même mieux que moi, mais la manière dont je vous ai entendu en parler est différente de la mienne. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous tirez la sonnette d'alarme à ce sujet? Je pense qu'il y a un grand danger, et je l'aborde strictement sous un angle scientifique. La définition scientifique de l'extinction. L'une des définitions scientifiques est l'incapacité à se reproduire naturellement. Donc, comme les bulldogs anglais, ils ne peuvent pas se reproduire naturellement sans aide. Je ne savais pas ça. Oui. D'accord. Donc, si vous laissez les bulldogs anglais se débrouiller seuls, ils ne survivront probablement pas en tant qu'espèce. D'accord. Ils vont s'éteindre. C'est vrai pour n'importe quelle espèce, y compris l'espèce humaine. Donc, je le considère du point de vue pur que l'espèce humaine est en train de s'éteindre parce que nous ne pouvons pas concevoir sans intervention et la FIV est cette intervention. Mon souci est de voir cela très pratiquement sous l'angle. Sommes-nous si malades que nous sommes en train de mourir? Nous sommes en train de disparaître en tant qu'espèce? La réponse est oui. Comment corriger notre trajectoire? Nous devons prendre soin de la femme et de l'enfant. Nous devons penser à la médecine à travers ce prisme très restreint de la procréation organique, car si nous perdons cela, nous avons perdu l'espèce humaine. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est la chose éthique à faire si vous investissez dans la science, si vous fournissez des soins médicaux. Si vous êtes un responsable de la santé publique, il est de votre responsabilité éthique de comprendre cela. Et ensuite, il est également de votre responsabilité éthique de comprendre les risques que la FIV fait courir aux femmes en bonne santé. Donc, quand j'ai vu qu'ils vendaient la FIV et la congélation d'ovules à des jeunes de 20 ans, des jeunes femmes en bonne santé, si vous regardez les données, la FIV augmente le risque de cancer du sein. Cela dérègle complètement votre ovulation. Ce n'est pas sans ses propres risques de torsion ovarienne qui a laissé de nombreuses femmes infertiles et nécessitant des soins d'urgence pour résoudre cette torsion ovarienne, ou dans certains cas, elles ont perdu un ovaire. Oui, donc c'est une procédure médicale très risquée et très invasive. Ce n'est pas du tout naturel pour le corps humain, ce qui entraîne des problèmes à long terme en aval et des risques potentiels pour la santé. Et donc, je vois l'industrie de la FIV se la vendre à des femmes en bonne santé comme si c'était comme faire changer son huile. Oui, sans risque. On le fait pendant sa pause déjeuner. Oh oui, bien sûr.
En fait, c'était le propriétaire Martin Varsovski avec qui j'ai eu un vrai débat, car il disait « Ah, ma secrétaire l'a juste fait pendant notre pause déjeuner. Ce n'est pas si grave. » J'étais là. De quoi tu parles? C'est un gros truc. Qu'est-ce qui compte? Récolter les ovules ou transférer les embryons? Je ne me rappelle plus à quel moment précis il faisait référence. Il soutenait que toute la procédure de ponction des ovocytes n'était pas si importante. Oui, ce que j'ai entendu même de femmes favorables à la FIV, c'est un enjeu majeur. Ça peut être extrêmement douloureux. Ils vont minimiser ta douleur, et je sais que tu en as parlé. Mais ils vont prélever beaucoup d'ovules. Techniquement, ils ne devraient pas le faire, mais ils prennent une vingtaine d'ovocytes. Et puis les hormones que tu dois prendre pour stimuler ton corps en vue de récupérer ces ovules, comme tu dis, entraînent beaucoup d'effets secondaires et de douleurs, ainsi que la création de tous ces embryons, ces vies humaines. Très souvent, les femmes ne sont pas informées par les médecins. En fait, il se peut que tu aies des embryons restants et il faudrait que tu réfléchisses à ça. C'est simplement, si tu veux avoir un enfant, voilà ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Et tu peux soit donner tes embryons à la recherche, Dieu sait ce qu'ils en feront, soit les faire détruire au laboratoire. Certains envisagent l'adoption d'embryons, mais je veux dire, tu peux donner. Oui, il y a plus d'1 million d'embryons congelés en ce moment et qui sait ce qui va leur arriver? Oui, personne ne sait vraiment. Oui, je viens d'enregistrer un super podcast avec Califel. Oui, je l'ai écouté. Elle est formidable. C'est vraiment une experte à suivre sur ce sujet. Et, elle a rencontré une femme chez qui ils ont prélevé plus de 50 ovules en un seul cycle. Mon Dieu! Ce qui est fou quand on pense que le corps est conçu pour ovuler un ovule par mois. Oui. Oh mon Dieu! Tu sais, c'est drôle. Comme tu l'as dit plus tôt, si tu es contre toutes ces positions progressistes, alors tu es anti-science. Mais je trouve que les progressistes ont tendance à ne pas croire que la science nous apporte quoi que ce soit sur, disons, le genre ou le sexe, ou qu'elle n'a rien à nous dire sur la grossesse ou sur la façon dont la reproduction devrait fonctionner. Comme si, de leur point de vue progressiste, la biologie naturelle, presque, ne nous donnait aucune information pertinente sur comment agir ou faire des choix. Mais en même temps, ils diront que les conservateurs sont anti-science. C'est juste un décalage que j'ai remarqué. Eh bien, je pense que les progressistes passent tellement de temps à se fabriquer un ennemi chez les conservateurs et les chrétiens qu'ils finissent par se focaliser uniquement sur cet ennemi. Oui, au lieu de s'arrêter pour réfléchir de manière plus critique. Et quand ils prennent le temps de réfléchir plus profondément, ils se rendent compte en fait qu'ils ont beaucoup de points communs avec les conservateurs. Oui, c'est mon expérience personnelle. Nous sommes en réalité bien plus unis que ce que les progressistes perçoivent en ce moment. Les progressistes sont utilisés d'une manière que je ne peux décrire que par ce que ma mère me racontait à propos de ce que c'était que de vivre en Chine. Pendant l'avènement et l'accélération du communisme, un phénomène similaire m'a été décrit. Cela s'est aussi produit en Russie, où tous ces jeunes pensaient devenir de grands leaders de la liberté. En réalité, ils étaient manipulés pour un coup d'État fasciste massif contre le pays. Oui, et c'est la même chose qui se passe en Amérique. Les progressistes sont utilisés et leur empathie ainsi que leur compassion sont exploitées pour un coup d'État fasciste du gouvernement des États-Unis. Oui, mais ils ne le perçoivent pas ainsi. Eh bien, ils sont très bien formés. Oui. Bon, une autre pause pour vous parler de Hillsdale. Vous savez, le monde académique aux États-Unis a malheureusement été en grande partie, mais pas entièrement, pris en main par des idéologues progressistes. Les gens peuvent littéralement apprendre à non seulement haïr le pays, mais aussi à enseigner ou à institutionnaliser cette haine dans n'importe quel poste qu'ils occuperont après l'université. C'est un univers très inquiétant. Nous avons vu toutes ces manifestations pro-Hamas, pro-terrorisme se dérouler à travers le pays. Si vous ne voulez pas que votre enfant soit endoctriné de cette manière, vous devez jeter un coup d'œil à Hillsdale College. Hillsdale est remarquable. C'est un très beau campus. C'est une université chrétienne pro-Amérique qui apprend vraiment à ses étudiants comment réfléchir, comment penser de manière critique, comment faire des recherches, tout en leur inculquant de très bonnes valeurs. En ce moment, il propose tous ses cours en ligne, entièrement gratuits. Donc, vous pouvez découvrir ce que Hillsdale propose. Vous pouvez en apprendre plus sur les œuvres de C.S. Lewis, les récits du livre de la Genèse, le sens de la Constitution américaine, la montée et la chute de la République romaine.
Il y a tellement de choses à découvrir grâce à Hillsdale. Rendez-vous sur Hillsdale. Edu Relatable pour vous inscrire. C'est gratuit et facile à commencer. Hillsdale. Edu Relatable. Eh bien, je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit et qui figurait sur ma liste de sujets à aborder, mais dont nous n'avons tout simplement pas parlé à ce moment-là. Vous avez mentionné que votre fille avait été diagnostiquée autiste. Vous étiez en plein milieu d'une bataille pour la garde, ce qui a causé un certain désordre dans votre vie. Mais le diagnostic de votre fille, il y a quelques années, a aussi été un tournant, un moment d'éveil pour vous, n'est-ce pas? Que ce soit sur le progressisme en général ou simplement sur le système de santé aux États-Unis. Pouvez-vous en parler? Bien sûr. Ma fille a maintenant 6 ans. Elle a été diagnostiquée autiste à l'âge de 18 mois. Oh là là! Et c'était justement pendant... En fait, c'était le 2e mois du confinement qu'elle a reçu ce diagnostic. À l'époque, je dirigeais une entreprise que j'avais mise 7 ans à construire, Clear Access IP, et c'était le modèle de langage naturel en IA le plus avancé employant l'apprentissage profond. J'en étais extrêmement fière. C'était dans le domaine des brevets parce que je croyais profondément, et j'y crois toujours, que la puissance de l'innovation humaine pour faire le bien est exceptionnelle. Toute ma vie jusque-là avait été consacrée aux brevets, au système d'innovation, à l'échange de brevets et à l'accélération de l'innovation humaine pour le bien de l'humanité. Mon entreprise allait plutôt bien. Mais ensuite, le confinement et le diagnostic autiste sont arrivés en même temps, et j'ai dû prendre une décision. Continuer à diriger mon entreprise ou devenir maman d'une enfant autiste à temps plein. Il devenait de plus en plus évident que ma fille allait avoir besoin de moi davantage. Alors, pendant ces mois-là, j'ai vendu mon entreprise, cette chose à laquelle j'étais tellement attachée chaque jour depuis plus de 7 ans. J'ai vendu mon entreprise, puis je me suis plongée dans l'autisme tandis que le monde était confiné, croyant chaque mot que les médias traditionnels disaient sur le Covid. Cela m'a réellement pris beaucoup de temps. J'ai même mis jusqu'à fin 2022 pour réaliser qu'une sorte de prise de contrôle s'était produite du jour au lendemain, alors qu'aucun d'entre nous ne faisait attention et que le monde avait littéralement été pris en charge par une nouvelle équipe dirigeante. Oui, et d'une façon ou d'une autre, l'autisme, les vaccins et le mondialisme étaient liés à tout ça. Oui, mais je n'avais pas tout rassemblé. Je ne savais même pas qu'il existait ce monde médiatique conservateur indépendant. Je ne fréquentais pas Twitter. Oui, donc je ne suivais pas toutes les discussions. Eh bien, vous regardez simplement MSNBC, CNN, peu importe ce qui apparaît sur mon Instagram, le cercle de mes amis, le fil Instagram. Eh bien, cette partie de l'histoire est difficile à raconter parce qu'elle est très personnelle, liée à mon mariage avec mon ex-mari. Oui. Et, vous savez, ce n'est pas n'importe qui. C'est le cofondateur de Google. Oui. Et le rôle de Google pendant le confinement a été très important. Le rôle de Google pendant, vous savez, le récit de Fauci était, je veux dire, central. Il y avait un récit centralisé très très fort. Et, Google était vraiment le leader pour s'assurer que ce récit soit la vérité. Ils ont censuré tant de voix. Même aujourd'hui, l'IA de Google censure des voix. Donc, je veux dire, vous devez comprendre que cela a aussi eu un impact sur ma vie familiale. Oui, n'est-ce pas? Parce qu'il m'était difficile d'obtenir des réponses pour mon enfant. Oui, pour notre enfant. Et donc, vous essayez de rassembler les pièces et de comprendre les choses. Et vous vous opposez déjà naturellement au récit dominant juste à cause de qui vous êtes. Eh bien donc, j'étais profondément immergée dans la littérature sur l'autisme et j'ai réalisé que le monde de l'autisme, je me souviens très précisément d'un appel que j'avais eu avec un neurologue et j'appelle à propos de mon enfant, n'est-ce pas? Comme je ne connais rien à la politique de l'autisme à ce moment-là, je suis juste là. Dites-moi ce qui se passe. Oui. Et il s'est détendu. Il dit « Les comportementalistes ont pris le contrôle du domaine de l'autisme. C'est biomédical. Les neurologues comme moi qui essaient de faire entendre nos travaux et nos voix, il se passe quelque chose de biomédical avec ces enfants. Nous sommes tous censurés. Nous n'avons pas de financement. Le gouvernement nous ignore complètement et ignore les besoins médicaux de ces enfants. Donc me voilà au téléphone. Je suis là. Que suis-je censé faire avec cette information? Waouh, c'est providentiel cependant. Oui. Et il dit, eh bien d'accord pour votre fille, vous savez, je vais vous aider à faire un EEG de nuit. Et je suis là. D'accord, super. Je suis là parce que j'essaie.
Je fais ce que fait chaque maman. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe avec mon enfant et comment l'aider. Donc vous savez, au fur et à mesure que je fais tout ça, je réalise en fait que les comportementalistes, y compris le Stanford Autism Center, l'ABA et le PRT et tout ça, comme le côté comportemental, sont vraiment dirigés par des individus qui sont très conflictuels. Ils essaient de s'imposer comme les leaders dans le secteur de l'autisme, et pour cela vous avez besoin d'argent. Alors, pendant cette période, j'essaie simplement d'obtenir du soutien pour ma fille, et les gens commencent à organiser des collectes de fonds à son sujet. Ils disent « Oh, vous savez, je vais vous aider avec ça, mais je vais vous envoyer une demande de subvention. » Donc, ça a commencé à arriver, et c'est vraiment perturbant. Ils essaient d'obtenir de l'argent de votre part parce qu'ils connaissent le diagnostic de votre fille et ils pensent que vous les soutiendrez à cause de ça. Exactement. Oui. Oui. Eh bien, ça ne fait vraiment pas de bien. Et je me dis, d'accord, il y a un conflit. Donc, je vais mettre ceux qui veulent de l'argent pour l'autisme de ce côté et ceux qui aident vraiment mon enfant, je veux les garder sans conflit. Mais les comportementalistes sont très agressifs pour protéger leur version des faits, ce qui, avec le recul, me fait dire que c'était un signal d'alarme. Oui. Et il y a eu beaucoup de signaux d'alarme en cours de route. Désolé, juste pour clarifier, quel est le récit des comportementalistes sur l'autisme? Que l'autisme est un diagnostic clinique du DSM-5. C'est une maladie mentale avec laquelle on naît ou que l'on développe. C'est une maladie du développement comme la paranoïa, qui est aussi un diagnostic du DSM-5. Maintenant, l'autisme est un diagnostic du DSM-5. C'est le manuel utilisé pour diagnostiquer les troubles mentaux. Oui, et cela existe? C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et les comportementalistes ont toujours pensé que c'était simplement quelque chose de psychologique. Maintenant, vous savez, à ce stade, je réalise que l'autisme n'est certainement pas qu'une question de comportement et ce n'est certainement pas qu'une question psychologique, car mon enfant montre de vrais signes de problèmes médicaux, comme des douleurs aiguës, une incapacité à contrôler ses bras. Elle agite les bras, se mord, se fait mal. Elle ne peut même pas parler. Et je me dis pourquoi ne peut-elle pas parler? Ce n'est pas comme si, après des années d'orthophonie, ça avait aidé. Je l'ai mise en orthophonie pendant plusieurs années. Vous savez, elle ne peut tout simplement pas parler. Oui. Elle a perdu le contact visuel pendant un certain temps à des problèmes d'estomac et intestinaux. Et je me dis, d'accord, clairement ce n'est pas juste de la paranoïa et de l'anxiété. Il y a quelque chose de physique ici. Et c'est ce que vous voulez dire quand vous parlez de biomédical. Vous voulez dire quelque chose de physique qui a causé ça? Eh bien, c'est intéressant. C'est là que votre esprit se dirige, n'est-ce pas? Parce que si c'est biomédical, alors peut-être que vous pouvez retracer cela à quelque chose qui aurait pu le déclencher ou des facteurs qui l'aggravent. C'est à ce moment-là que les choses deviennent vraiment dangereuses. C'est ici que les gens se retrouvent annulés parce que l'industrie pharmaceutique, c'est le plus grand secret que l'industrie pharmaceutique essaie de nous cacher, c'est qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se passe avec les vaccins ou avec les médicaments ou dans notre environnement ou des maladies non traitées qui mènent à un diagnostic d'autisme. Avec ça, ça apparaît avec cette symptomatologie et c'est très très dangereux. C'est ici que vous passez d'une maman en quête à une maman qui est, je cite, devenue folle, n'est-ce pas? Parce que si vous commencez à remettre en question le diagnostic biomédical ou les problèmes biomédicaux, vous posez cette question, le mot tabou, quelque chose aurait-il pu causer cela? Et chaque médecin formé par l'industrie médicale classique dira « Nous ne savons pas ce qui cause cela », ce qui est vrai. La communauté scientifique n'a pas mené les enquêtes adéquates pour découvrir ce qui cause l'autisme. Et vous savez, une fois que vous allez là, vous trouvez RFK et toutes ces autres mamans qui ont été réduites au silence au fil des ans, et tous ces médecins qui ont été réduits au silence au fil des ans, et tous ces documents qui ont été expurgés. Et tous ces scientifiques qui ont trop peur de mener cette enquête ou qui produisent des recherches autour de cette enquête, vous les trouvez tous. Et puis vous réalisez, purée, c'est la plus grande dissimulation. C'est, dans ma vie, probablement, une énorme dissimulation. Et d'une certaine manière, je me retrouve au milieu de tout ça, vous savez. Je me suis retrouvée mariée à celui qui a fondé la société qui censure toutes ces personnes, n'est-ce pas? C'est un gros problème pour moi. Ouais, c'est un gros problème. C'est un gros problème pour quiconque se retrouve là-dedans. Le prochain sponsor est Crowd Health. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes avec le système de santé aux États-Unis
et encore plus de problèmes avec le système d'assurance santé aux États-Unis. Même si vous avez une assurance, on peut avoir l'impression que ce n'est pas le cas, avec la hausse des primes et les réseaux de médecins qui peuvent être si restrictifs. Vous pouvez simplement vouloir vous soustraire à tout cela. Si c'est votre cas, alors vous devez jeter un œil à Crowd Health. C'est une alternative basée sur la communauté à l'assurance santé traditionnelle qui utilise le financement participatif pour aider les membres à payer leurs dépenses médicales tout en offrant des outils et de l'aide pour négocier les coûts des soins de santé. Vous n'avez pas du tout à vous soucier des réseaux de médecins. Quel que soit le médecin que vous souhaitez, Crowd Health va vous aider à couvrir le coût de votre événement médical. Pour 175 $ pour une personne ou 575 $ pour une famille de 4 personnes ou plus, vous avez accès à une communauté de personnes prêtes à vous aider en cas d'urgence. Vous bénéficiez de consultations en télémédecine, de prescriptions à prix réduit et bien plus encore, sans passer par les réseaux de médecins traditionnels. Il vous suffit de vous rendre sur Joint comme avec le code. Vous pouvez commencer pour seulement 99 $ par mois pendant vos 3 premiers mois si vous utilisez mon code Ali. Rendez-vous sur comme avec le code. Ce n'est pas une assurance. Pour en savoir plus, visitez comme avec le code. Étiez-vous en train de parler spécifiquement des vaccins, en pensant qu'ils sont au moins en partie responsables de l'épidémie d'autisme? Donc, si vous suivez vraiment les recherches, vous découvrirez qu'il existe un facteur mitochondrial lié à l'autisme ou aux conditions médicales qui l'accompagnent. C'est la manière la plus sûre de le dire. On ne peut pas dire que c'est l'autisme en soi. On peut dire qu'il existe des conditions médicales associées à l'autisme, que la Société américaine de pédiatrie reconnaît comme réelles. Vous verrez qu'il y a un trouble immunitaire, notamment auto-immunitaire. Si vous pensez à ce que font les vaccins, ils déclenchent une réponse immunitaire. C'est leur but. Or, chez certaines personnes, en particulier celles ayant des problèmes auto-immuns, il faut être très prudent avec le déclenchement d'une réaction immunitaire, car il y a un certain degré de dysrégulation auto-immune. Il existe un certain nombre de troubles auto-immuns. Oui. Donc, chaque fois qu'une personne ayant à la fois des problèmes mitochondriaux et immunitaires reçoit un vaccin, ou si elle combat déjà une infection virale et que son système immunitaire est activé, la vaccination représente une situation très risquée. Oui, ça se comprend. Oui. Et si vous regardez la notice du vaccin, n'est-ce pas? Ce que personne ne prend vraiment le temps de consulter. J'ai entendu beaucoup de parents dire que lorsqu'ils ont demandé à leur médecin de leur montrer cette notice, le médecin a répondu par un « non », très sur la défensive. Vous devriez peut-être chercher un autre pédiatre. Oui, les médecins sont vraiment très sur la défensive à ce sujet. Mais si vous avez l'occasion de consulter les risques potentiels de toutes sortes de vaccins figurant dans le calendrier vaccinal des enfants, il y a l'encéphalite qui est, vous savez, une inflammation du cerveau. Il y a toutes sortes de complications aiguës très graves qui peuvent survenir. Ce dont on parle moins, ce sont les problèmes chroniques qui peuvent apparaître si l'une de ces réactions aiguës se produit. Et ils ne vous donnent même pas la possibilité de surveiller votre enfant pour détecter une réaction indésirable. Oui, pas sur le long terme. Ils peuvent vous faire rester dans le cabinet pendant 30 minutes pour voir si quelque chose, vous savez, comme une anaphylaxie, se produit, mais sur le long terme, vous êtes un peu laissé de côté. Oui. Et il y a eu histoire après histoire de mères qui appellent de pères qui contactent les médecins et qui disent « Hé, mon enfant a développé une horrible éruption après le vaccin. Ce n'est probablement pas vraiment un vaccin ou, si c'en est un, ne vous inquiétez pas, il s'en remettra. » Oui. Donc, vous négligez une partie très très importante des soins de santé, qui est comment évaluer un enfant avant une vaccination, puis comment détecter et surveiller les réactions indésirables qui pourraient devenir un problème chronique à vie pour cet individu. Et c'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que cette communauté de mères réclame. Vous savez, nous voulons juste voir un changement. Oui. Concernant la responsabilité autour d'un sujet très très sérieux qui impacte un très grand nombre de personnes en ce moment. Oui, vous avez mentionné que cela a évidemment créé un conflit avec votre ex-mari, mais vous faisiez aussi partie de ce monde technologique, ce monde des épouses de la tech. Vous en avez parlé auparavant et je vous ai entendu l'évoquer dans une interview où ces épouses de la tech sont très progressistes et parfois elles sont à l'origine de causes philanthropiques progressistes, pas seulement dans la Silicon Valley, mais vraiment comme à travers tout le pays.
Donc j'imagine qu'en traversant cela, bien sûr, à l'époque, vous ne vous considériez pas comme conservatrice, mais vous avez commencé à rassembler des éléments, probablement contre votre mari, probablement contre beaucoup de gens dans cette communauté. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce monde? À quel point est-il profondément enraciné dans l'idéologie progressiste? Et aussi, vous savez, c'est une sorte de question en 3 parties. Comment était-ce pour vous à mesure que vous commenciez à réaliser tout cela? Je pense qu'au cœur de la mafia des milliardaires progressistes et de leurs épouses, il y a un véritable désir d'être aimé, de redonner et d'être reconnu pour faire du bon travail. Il y a un ego, une conviction qu'elles ont été élevées pour être très éduquées. Beaucoup ont des parcours professionnels, de grands diplômes d'institutions prestigieuses. Eh bien, la richesse s'installe. Et si l'on regarde la trajectoire que ces femmes empruntent une fois que la richesse arrive, généralement, ce n'est pas forcément parce que leur mari, dans la tech, est un entrepreneur exceptionnel. Ce que j'ai remarqué, c'est que le gouvernement a aidé à financer leur mari à un moment donné. Si on examine l'histoire de Google, Facebook ou Apple, voire même, vous savez, pas tellement Amazon, mais Hewlett-Packard ou Oracle, ces entreprises ne sont pas sorties de nulle part. Elles ont à un moment donné bénéficié d'un soutien institutionnel. Dans le cas de surtout Facebook et Google, d'où proviennent beaucoup de ces femmes de la mafia de la tech, c'était Stanford. Il existe un réseau entre la Silicon Valley et Stanford, et si on regarde d'où venaient certains dons ou ces premiers financements, et ensuite l'argent des accélérateurs, cela venait d'individus liés au gouvernement. Eh bien, ces entreprises remplissent aussi des fonctions gouvernementales. Par exemple, Google a collaboré étroitement avec le gouvernement pour aider à identifier les comportements sur Internet et Facebook aussi. Il n'est donc pas surprenant que le lien entre le Parti démocrate, très influent en Californie, et ces entreprises ait toujours existé. Cette synergie a toujours été présente, cette relation a toujours été là. Eh bien, vous savez, je ne pense pas que les épouses soient forcément de mauvaises personnes, mais je crois que leurs mondes sont si étroits. Et elles n'ont en fait aucune conscience de cette petitesse jusqu'à ce qu'elles puissent s'en libérer. Elles ressentent ce besoin de soutenir ces causes qui se situent dans cette toute petite sphère d'influence. Et c'est leur seul, c'est leur unique critère de valeur. Suis-je précieuse ou ne le suis-je pas? Oui. Et elles pensent agir correctement. On parle de personnes comme Priscilla Chen, Lauren Powell Jobs, Mackenzie Bezos. Je veux dire, elles finançaient, vous savez, des causes liées à l'immigration qui en réalité favorisent et aggravent l'immigration illégale, à ce qu'on appelle la réforme de la justice pénale, ce qui, je le sais, fait aussi partie de votre parcours. J'ai travaillé dans le domaine de la justice pénale. Oui, d'accord. Donc ça donnait un peu le ton. C'était un peu votre centre d'intérêt. Je veux dire, vous avez aidé à financer la campagne de Georges Gascon, n'est-ce pas? Lorsqu'il se présentait pour. Eh bien, j'ai travaillé avec lui quand il était procureur à San Francisco, et il était vraiment excellent. Mais ce qui s'est passé autour de la pandémie, c'est qu'un tout autre segment, que je ne pense pas que beaucoup de femmes de la mafia tech réalisent, c'est qu'elles ont été utilisées pour poser les bases de ce qu'on appelle le reset, ce qui est généralement désigné comme le grand reset par les Klaus Schwab. Le grand reset. Oui, ils parlent ouvertement de ce grand reset. Oui. Donc je crois que les femmes de la mafia tech ont été d'une certaine manière fortement impliquées, et leur argent surtout a servi à établir les fondations du grand reset. Oui, cela a été fait spécifiquement à travers un réseau de conseillers non gouvernementaux, une relation avec Hollywood, un lien avec Davos et leurs propres entreprises. Donc, si vous regardez qui siège dans ces conseils, qui fréquente qui, comment fonctionne la culture de la richesse technologique, c'est-à-dire la richesse technologique de la Silicon Valley dans ce petit groupe de personnes, responsables d'une immense quantité d'argent et d'une multitude d'activités caritatives à travers les États-Unis, c'est vraiment un groupe très restreint. Et c'est un tout petit groupe de personnes qui prennent ces décisions. Oui. Et ensuite, complètement aveugles à ce qui se passe ailleurs, et à la façon dont leur travail de terrain est utilisé pour ensuite permettre ces autres politiques, ces politiques du grand reset. Maintenant, ce que ce groupe de femmes ne réalise pas, c'est qu'en leur précipitation, ces femmes sont toutes très occupées. Oui, elles possèdent plusieurs propriétés, une armée de personnel, et rencontrent des problèmes récurrents de gestion du personnel. Leurs enfants sont occupés.
Souvent, leurs enfants ont aussi des problèmes de santé. Beaucoup d'entre elles rencontrent des difficultés relationnelles avec leur mari. Mais beaucoup d'entre elles sont elles-mêmes sous traitement avec des ISRS et des antidépresseurs parce que c'est tout simplement écrasant. Oui. Donc, c'est le chaos, et ces femmes trouvent leur sens à travers leur travail philanthropique. Oui. Elles s'y retrouvent, comme je me retrouvais moi-même. Ma valeur personnelle était fondée sur mon travail philanthropique. Je croyais vraiment en cela. Je croyais sincèrement offrir aux communautés noires une chance de sortir de l'oppression. Je croyais sincèrement aider les communautés autochtones à sortir de l'oppression. Et maintenant que je regarde en arrière et que je vois comment toutes ces subventions fonctionnaient, vous savez, parce que ma définition du succès est que ces communautés soient réellement aidées. Oui, pas simplement recevoir plus d'argent. Pas seulement plus d'argent. Non, les problèmes au sein de la communauté se sont aggravés. La criminalité dans la communauté a augmenté. La santé mentale chez les autochtones s'est dégradée. Ils diront même, la communauté autochtone dira même, que leurs plus grands soutiens au Congrès sont des républicains, mais pourtant, ils continuent à voter démocrate. Oui, c'est ça. Je veux dire, tout le système est cassé. Le système entier rend tout le monde plus malheureux. Et maintenant, nous devons faire face à ce fameux grand reset, dont on commence à réaliser que c'était une terrible idée. Oui, et que beaucoup de nos problèmes liés au changement climatique sont en réalité dus à la géo-ingénierie. Oui. Waouh, c'est comme si au final, ils en reviennent toujours à ça. Ils disent « mais le changement climatique ». Et puis, c'est vraiment l'argument ultime, genre « vous devez nous laisser faire ça à cause du changement climatique ». Oui, la justice sociale et le changement climatique. Tout se résume toujours à ces deux thèmes, et ça attire les femmes progressistes 100% du temps. Ça marche. Ça marche. Donc en gros, comme vous le dites, ça fonctionnerait. Vous avez toutes ces épouses de la Silicon Valley qui, je suis sûre, sont sincèrement empathiques. Peut-être qu'elles veulent vraiment aider les gens, mais elles sont aussi attachées au prestige et à l'image que les autres ont d'elles. Oui, elles lancent leur propre fondation, mais il y a aussi plein de gens qui viennent vous voir en disant « Peux-tu financer ma bourse ? Peux-tu financer mon association ? Peux-tu faire ça ?» Et vous regardez les initiatives autour de la justice pénale ou celles axées sur la justice sociale et vous vous dites « Oui, c'est comme ça que je vais investir mon argent. » Et vous me dites que vous allez aider ces communautés, donc ces entités progressistes viennent vous demander de l'argent. Vous leur donnez de l'argent et vous constatez qu'aucun des programmes ou quoi que ce soit qu'ils ont réellement mis en place n'a eu d'impact positif. Eh bien, je pense que les programmes eux-mêmes fonctionnent. Les bureaux sont ouverts, les emplois sont créés, tout le monde a des titres prestigieux et les ONG prospèrent. Les communautés ont-elles prospéré? Non. Ce sont les ONG qui ont prospéré. C'est comme les syndicats d'enseignants. C'est la même escroquerie. C'est une arnaque. Et donc on est là. Et puis le problème avec les ONG, c'est que, une fois qu'elles sont en place, elles ont une seule fonction. Lever plus de fonds, embaucher plus de monde. Oui, d'accord? Et donc, le tissu de leur communauté reste en très mauvais état. Nous avons besoin de plus d'argent. Ils ont besoin que les communautés restent en difficulté pour pouvoir récolter plus de fonds. Oui, mais nous sommes si proches. Il nous manque juste ça. On a constaté des progrès et les conservateurs détruisent les conservateurs. Ils sont l'ennemi. Oui, c'est ça. Et eux, les conservateurs posent problème. Nous avons besoin de plus de votre argent. D'accord, voilà plus d'argent. Oui, c'est ça. Alors ça dérape et tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai créé un monstre ». Oui, je veux dire, tu peux voir comment on se retrouve coincé dans ce cercle vicieux. On reste piégé dans ce cycle et puis tu peux t'asseoir avec ton conseil et dire « On va changer de direction ». Oui, ce n'est pas bon pour notre cause. Nous allons donc changer de cap. Et ensuite, les donateurs vont te dire « Celui-là a fait volte-face. Nous demandons encore plus d'argent. » Et toi, tu es là. On est en train de s'effondrer. Et tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai investi tout ce temps et cet argent pour en arriver là, pour cette communauté. » Et c'est juste une mascarade. Ça n'améliore rien. Et on doit en fait dramatiser le problème. Oui, pour récolter plus de fonds. Pour collecter plus d'argent. Oui. Le dernier sponsor de la journée est Preborn. C'est un réseau de cliniques à travers le pays qui fait un travail incroyable en sauvant la vie d'enfants à naître. Rien que l'an dernier, le réseau de cliniques Preborn a sauvé 67 000 bébés de l'avortement.
Il propose des ressources gratuites, des échographies gratuites, et le coût d'une échographie est de 28 $. Donc, si vous pouvez donner ne serait-ce que 28 $, vous pourriez sauver une vie, parce que lorsqu'une maman voit son bébé à l'écran de l'échographie, elle est beaucoup plus encline à choisir la vie pour son enfant. Donc, que vous donniez 28 $ ou 5000 $, vous contribuerez à sauver des vies. Rendez-vous sur Preborn, comme Ali, pour faire votre don. C'est Preborn, comme Ali. Tu dis que tu suis toujours de près la politique californienne, n'est-ce pas? Ou que tu aides la Californie, mais d'une façon très différente de celle à laquelle tu étais habitué. Je crois fermement que l'idéologie woke est née à Hollywood grâce à la relation entre la tech, Hollywood et Davos, tous travaillant main dans la main. Oui, et c'est comme une alchimie qui crée un sensationnalisme autour de l'idéologie woke, et c'est Silicon Valley, Hollywood et le Great Reset. Tout est un peu mêlé pour créer du contenu, contrôler les réseaux sociaux et faire en sorte que l'argent aille dans certaines directions politiques. Eh bien, cela a pris le contrôle du monde parce que ça s'exporte. Ça s'exporte vers le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suède. Vous savez, la Chine observe tout cela, et elle est impliquée aussi parce qu'elle se dit « il y a une opportunité de prendre le contrôle d'Hollywood ». Bonjour. Oui. Donc vous savez, la Chine a un rôle dans tout cela, et il faut garder à l'esprit, Ali, que si vous vous souvenez, lors de Davos, quand, Klaus Schwab a invité Xi Jinping à venir faire le grand discours à Davos, et Xi Jinping monte sur scène et dit « J'assume maintenant le rôle de faiseur de paix et de leader mondial ». Bien sûr, cela s'est passé, c'était quelle année? Je crois que c'était 2016 ou 2017. Waouh, je ne réalisais pas que c'était il y a si longtemps. Oui, alors quels sont tes projets? Que cherches-tu à changer en Californie? Une grande partie de cela consiste à aider les progressistes à comprendre à quel point ils sont manipulés pour saper leur propre communauté. Oui, ils sapent leur communauté. Ils sapent la même personne qu'ils cherchent à aider parce qu'ils ne peuvent pas voir la différence entre une véritable bonne cause et de bonnes actions et ce chaos politique. Oui. Et je veux aider à ramener cette saine réflexion parce que la triste réalité, c'est que lorsque vous vous laissez emporter par le chaos politique, vous vous perdez aussi. Oui, vous perdez votre capacité à prendre soin de vous. Vous perdez la capacité de prendre soin de votre propre communauté. Vous perdez, je crois, la capacité de vivre, vous savez, d'une manière qui vous relie à Dieu. Vous savez, votre relation principale devrait être entre l'individu et Dieu, n'est-ce pas? C'est ainsi que je crois. Même avant de croire que Jésus était vraiment un sauveur. Oui, et je crois que de nombreux progressistes ont en effet de fortes relations avec Dieu, et il y a beaucoup de chaos là-dedans. Il y a beaucoup de colère, et il y a beaucoup de discorde. Je crois vraiment que s'il y a un moyen de continuer à faire le travail, que ce soit par le biais de campagnes, par un livre, par des podcasts, par les médias, par le journalisme, par des conversations ou par des événements, s'il y a une façon pour moi de contribuer de manière appropriée, n'est-ce pas? C'est-à-dire non plus par le biais de la philanthropie, mais simplement en vivant la vie que je mène et en contribuant aux communautés d'une manière qui les fait se sentir autonomes, que ce soit un rappel. D'accord? Si la communauté de Los Angeles veut un rappel, eh bien, ils ont leur rappel. Oui, mais ce n'est pas n'importe quel citoyen qui peut venir et demander un rappel. Il faut une équipe politique complète. Il faut aussi des ressources financières. Donc, si la communauté souhaite un rappel, je pense que mon rôle, en tant que personne ayant des moyens en Californie, qui veut vraiment aider ces communautés à s'autogérer, est de soutenir cette initiative de rappel. Vous savez? Oui, je vais y investir mes efforts. C'est une façon complètement différente de concevoir la philanthropie. Mais je pense que c'est ainsi que, si chacun pouvait repenser son aide, oui, autour de ce que les gens veulent vraiment, oui, plutôt que de se demander ce dont l'ONG a besoin, nous pourrions résoudre tous les problèmes de manière authentique. Oui. Eh bien, je suis optimiste. Je suis optimiste quant au travail que vous faites et je sais que la passion, l'énergie que vous ressentez, surtout pour les mamans qui font tout leur possible pour leurs enfants, qui veulent un monde meilleur pour eux, je veux dire, cela incarne tellement l'essence même du mouvement Maha. Mais cela touche aussi beaucoup de personnes qui écoutent, peu importe de quel bord politique elles viennent. Donc, je vous encourage. Je vous suis très reconnaissant et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci Ali.